Les Afghans se réfèrent généralement à cette guerre comme la guerre soviétique en Afghanistan ou comme le djihad afghan. Cependant, elle est souvent appelée la guerre du Vietnam de l'Union soviétique, les Russes l'appelant la guerre afghane ou simplement afghan, de manière similaire à la façon dont les États-Unis se réfèrent à la guerre du Vietnam simplement comme Vietnam ou juste Nam. Le conflit en Afghanistan a commencé à Noël en 1979 et s'est prolongé pendant 9 ans supplémentaires, causant la mort de plus de 25 000 soldats soviétiques et d'innombrables victimes. C'était une intervention destinée à soutenir le gouvernement communiste afghan contre les Moudjahidines qui se croyaient en train de combattre au nom de Dieu. Pour les soviétiques, l'invasion a eu d'énormes conséquences, incapables de vaincre une armée de guérilla déterminée et implacable. Au début de 1980, le président Jimmy Carter s'est retiré du traité Strategic Arms Limitation Talks 2, provoquant une rupture des discussions et des accords en cours sur la limitation des armements entre les deux superpuissances de la guerre froide. Puis plus tard en été, les États-Unis et 65 autres pays ont boycotté les Jeux olympiques de Moscou. Pour l'Afghanistan, avec sa longue histoire d'interférence de la part des puissances étrangères, la campagne a causé la mort et la dévastation et n'a fait qu'exacerber le conflit civil déjà en cours entre ses habitants. Finalement, le retrait des forces russes démoralisées a contribué à l'effondrement supplémentaire de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Bienvenue à Guerre du monde. Pour comprendre le début de l'intervention russe en Afghanistan, nous devons remonter jusqu'à l'impérialisme des années 1730. C'est alors que l'Asie centrale a attiré pour la première fois l'attention de la Russie tsariste, et la conquête progressive de la région a commencé lors d'un programme d'expansion qui a vu la Russie avancer vers le sud, dans le Caucase et la Crimée, ainsi que vers la Serbie depuis les montagnes de l'Oural à l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique à l'est. Vers la fin des années 1830, la Russie s'était intéressée à l'Afghanistan. Après la guerre russo-persane de 1826-1828, la Russie a commencé à influencer subtilement les cercles gouvernementaux à Téhéran et en 1837, lorsque les forces persanes ont tenté de s'emparer de Herat dans l'ouest de l'Afghanistan, des conseillers et des mercenaires russes sont venus soutenir l'entreprise. À Calcutta, la capitale de l'Inde britannique et le siège de la Compagnie des Indes orientales, qui supervisait les territoires britanniques en Inde, on s'inquiétait de la menace croissante de la Russie pour l'indépendance de l'Afghanistan. Menacés d'intervenir, ils ont réussi à forcer un retrait persan, mais en ce qui concerne les relations anglo-russes, le mal était fait. Cela a marqué le début du grand jeu, une rivalité entre les empires russes et britanniques pour l'influence en Asie centrale, mais principalement sur l'Afghanistan et les régions nord de l'Inde, gouvernées par le Raj britannique avec ses frontières non définies. Les Britanniques savaient que si le tampon de l'Afghanistan passait sous le contrôle russe, alors leur position en Inde deviendrait vulnérable. Et donc, en 1838, les forces britanniques et de la Compagnie des Indes orientales ont d'abord envahi l'Afghanistan afin de neutraliser la menace russe perçue. Pendant ce temps, avant que l'armée anglo-indienne ne franchisse la frontière, les Afghans avaient en fait refusé d'accepter l'envoyé russe dans leur capitale, Kaboul. Pourtant, les préoccupations concernant la Russie ont persisté malgré l'humiliante défaite du Tsar face aux Britanniques et aux Français à la fin de la guerre de Crimée en 1856. Cependant, en 1869, la frontière russe avait atteint la frontière nord de l'Afghanistan. Le Raj britannique avait envahi l'Afghanistan une fois de plus en 1878, mais s'était retiré 3 ans plus tard, ayant obtenu un certain nombre de concessions, telles que l'autorité de contrôler les affaires étrangères afghanes. Ce n'est qu'en 1907 que le grand jeu prit fin et que la convention anglo-russe fut finalement signée. La Grande-Bretagne a reconnu que l'Asie centrale et le nord de l'Irak étaient sous l'influence de l'Empire russe, et la Russie a accepté que l'Afghanistan et le sud de l'Irak étaient sous celle de l'Empire britannique. Les deux royaumes se sont unis car ils étaient tous deux concentrés sur l'opposition à l'Empire allemand. Le traité s'est ensuite effondré en 1919, après que les troupes afghanes ont franchi la frontière vers l'Inde britannique pour inciter à une révolte, et une fois de plus, la Grande-Bretagne a envahi lors d'une troisième guerre anglo-afghane. Suite à ce règlement politique, l'Afghanistan a obtenu une indépendance totale du contrôle britannique.
Entre 1919 et 1978, l'Afghanistan a joué un acte d'équilibre entre les exigences des puissances extérieures telles que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ainsi que celles de leurs voisins proches. Après avoir pris le trône en 1933, le roi Mohammad Zahir Shah a régné sur l'Afghanistan jusqu'à ce que son ancien premier ministre et cousin, Mohammad Daoud Khan, forme un coup d'État en 1973. Saud tentait d'apporter une réforme avec l'éradication du fondamentalisme islamique, la modernisation sociale et l'émancipation des femmes. Les islamistes qui étaient contre ces changements ont traversé la frontière vers le Pakistan où ils ont été formés par le service secret pakistanais. Parmi eux se trouvaient Gulbuddin Hekmatyar et Ahmad Shah Massoud, deux hommes qui joueraient par la suite un rôle significatif dans la guerre civile afghane 20 ans plus tard, tous deux étant membres des Moudjahidines. Après un désaccord avec le Parti communiste afghan, également connu sous le nom de Parti démocratique populaire d'Afghanistan, Daou a renvoyé les conseillers soviétiques envoyés par leur leader Léonid Brejnev, malgré le fait qu'ils recevaient des livraisons d'armes de l'Union soviétique. Il y avait maintenant des inquiétudes en Russie que l'Afghanistan forme bientôt une alliance avec l'Occident. En avril 1977, lors de la visite d'État de Daoud à Moscou, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Lorsque Brejnev a protesté contre l'expansion de l'OTAN et du pouvoir américain en Afghanistan, Daoud a été outré. Il a répliqué, je cite, « Nous ne vous permettrons jamais de nous dicter comment diriger notre pays et qui nous employons en Afghanistan. Restera pauvre si nécessaire, mais libre dans ses actes, décisions. » Fin de citation. Daoud a même dû être incité à serrer la main de Brejnev avant de partir. Sa démonstration de défi était une décision qu'il regretterait. Au printemps de 1978, un membre de haut rang du Parti communiste a été assassiné. Face aux émotions vives des membres du parti, Daoud a perçu le danger et a tenté d'instaurer une répression. Cependant, la révolution Saouer a été réussie par le Parti démocratique populaire afghan. Daoud et sa famille ont été abattus dans le palais présidentiel. Bien que l'Union soviétique n'ait pris aucune part au coup d'État, Brejnev n'a rien fait pour l'empêcher. La mort de Daoud a été gardée secrète alors que le pro-soviétique Nour Mohammad Taraki devenait le nouveau président et il a été annoncé que Daoud avait démissionné pour des raisons de santé. Le pays a été rebaptisé la République démocratique d'Afghanistan et s'est vu attribuer un drapeau rouge semblable à celui de l'Union soviétique. Le corps de Daoud a finalement été retrouvé 30 ans plus tard et il a été enterré avec tous les honneurs d'État en 2008. Avec Taraki à la tête du Parti démocratique populaire afghan, la réforme marxiste était à l'ordre du jour. L'éducation a été promue, tout comme le plus controversé, l'autonomisation des femmes avec l'interdiction des mariages forcés et le découragement du port du voile par les femmes. Le gouvernement ne s'est jamais dit communiste. Au sein du Parti démocratique populaire afghan, il y avait deux factions, les Khalqis dirigés par Taraki et les Pachamis qui est un groupe plus modéré dirigé par Babrak Karmel. L'administration était donc divisée selon des lignes fonctionnelles, avec Babrak Kamel et les autres dirigeants Parcham faisant face à Taraki et au Premier ministre Hafizullah Amin du parti Khalq. Même si le nouveau gouvernement a rapidement pris le parti de l'Union soviétique, de nombreux diplomates soviétiques pensaient que les aspirations des Khalqis à changer l'Afghanistan allaient bientôt inciter une rébellion de la population sociale et religieuse conservatrice du pays. Dès le début, les Khalqis ont commencé une persécution systématique des Parchamis, d'autant plus que l'Union soviétique préférait la faction Parchami, avec leur approche moins radicale et plus lente du changement. Pour les Afghans conservateurs, les changements étaient trop importants et trop rapides. Les réformes foncières signifiaient que les besoins locaux étaient ignorés, et l'idée de femmes libérées était un outrage pour les Afghans islamiques, qui croyaient que la place d'une femme était à la maison. Les conflits au sein du Parti démocratique populaire afghan ont conduit à l'exil, à la purge et à l'exécution des membres de Parcham. Avant l'intervention des soviétiques, l'État de Khalq a exécuté entre 10 000 et 27 000 personnes, principalement à la prison de Polikarki. Le politologue Olivier Roy a calculé
que pendant la période Taraki-Amin, entre 50 000 et 100 000 personnes ont disparu. Les réformes de modernisation en Afghanistan étaient perçues comme étant en conflit direct avec les enseignements islamiques. Au début de 1979, l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir en Iran. 5 ans d'union des républiques socialistes soviétiques a initialement cru que Khomeini, avec son régime anti-américain, serait un allié. Mais avec la révolution islamique de l'Iran et sa politique d'exportation de ses doctrines vers les pays ayant des croyances militantes similaires dans la région, Khomeini a commencé à fournir des armes aux moudjahidines afghans, les soldats musulmans de Dieu qui détestaient le Parti démocratique populaire afghan irrévérencieux et ses partisans soviétiques. Taraki a ordonné une répression contre ses opposants et a formé la police secrète qu'il a surnommée le service de protection des intérêts afghans. Des milliers d'Afghans ont été emprisonnés et exécutés. Inévitablement, le peuple a commencé à se soulever et une rébellion a commencé dans la ville de Hérat en mars 1979. Des chants de Dieu et grands ont été entendus de la part des moudjahidines, alors que des centaines d'Afghans et de conseillers soviétiques étaient écorchés vifs et des hommes, des femmes et des enfants étaient torturés et assassinés sur les ordres du bras droit de Taraki, Hafezullah Aymin. Alors qu'Ayman était en pleine frénésie, Taraki a supplié l'Union soviétique d'apporter une aide pratique et technique en hommes et en armement. Mais la demande est tombée dans l'oreille d'un sourd, car craignant la réaction de leur propre population musulmane, ils ont refusé de se laisser entraîner dans ce qu'ils considéraient comme un Vietnam soviétique. Le premier ministre soviétique, Alexei Kosygin, a déclaré « Nous pensons que ce serait une erreur fatale d'engager des troupes au sol. Si nos troupes intervenaient, la situation dans votre pays ne s'améliorerait pas. Au contraire, elle s'aggraverait. » Brejnev a suggéré de ralentir les réformes et de destituer Amin en tant que Premier ministre car une intervention soviétique totale, je cite, « ne ferait que jouer en faveur de nos ennemis, les vôtres comme les nôtres. » En 1979, sur le chemin du retour d'une conférence à Cuba, Taraki a rencontré Brejnev à Moscou et a réussi à obtenir un certain soutien soviétique. En Afghanistan, le soulèvement de Herat s'est transformé en une révolte ouverte entre le gouvernement et la résistance anti-régime. Maintenant, tout le pays était en guerre. Conscient de la menace pour sa vie, Amin a réussi à éviter une tentative d'assassinat par Taraki et à la place, avec le soutien d'un contingent d'officiers de l'armée, il a ensuite fait arrêter Taraki. Taraki aurait été étouffé dans sa cellule en octobre 1979, mais les médias afghans n'ont fait aucune mention du meurtre de Taraki. Ils ont plutôt rapporté qu'il était mort d'une maladie. Maintenant, Amin était aux commandes, mais le régime s'effondrait. Des discussions ont eu lieu à Moscou concernant l'envoi potentiel de troupes soviétiques. Amin était considéré comme un leader fanatique et incompétent, mais on supposait que les États-Unis et la Chine soutenaient les moudjahidines en Afghanistan grâce à leur alliance avec le Pakistan. L'espoir était que les soviétiques puissent remplacer le communiste Kalki, intransigeant Amin, par le communiste Parchami plus modéré Babrak Kamal. Le chef de l'état-major de l'armée soviétique, le maréchal Nikolai Ogarkov, a exprimé des inquiétudes quant à la possibilité d'une guerre de guérilla prolongée, mais ces craintes ont été écartées, insistant sur le fait que l'occupation de l'Afghanistan serait à la fois simple et courte. Le gouvernement révolutionnaire d'Amin avait perdu la confiance du peuple afghan. Leur impopularité était le résultat de leurs réformes indésirables, d'une administration désorganisée, d'une économie en déclin, de la brutalité policière et de ce que le peuple percevait comme des politiques anti-musulmanes. En seulement 20e mois de règne de Kalki, l'Afghanistan avait décliné dans tous les aspects de la vie quotidienne. Maintenant, l'Union des républiques sociales et socialistes soviétiques croyait que sans intervention, le gouvernement d'Amin serait renversé par les moudjahidines et le pays serait perdu au profit d'une administration hostile aux soviétiques. Devait être enlevé. La préparation de l'occupation a rapidement commencé avec comme base le 1. Stabiliser le pays en occupant les grandes villes, bases aériennes, installations d'approvisionnement et routes clés.
2. Pour soulager les forces afghanes de leur devoir de garnison afin qu'elles puissent directement combattre l'insurrection à la campagne. 3 raisons de soutenir l'armée afghane. Renseignement, artillerie, appui aérien et logistique. 4. Un contact minimal avec la population locale. 5. Accepter un petit nombre de victimes d'armes soviétiques. Et 6. Renforcer les forces afghanes pour permettre le retrait de l'armée soviétique lorsque l'opposition a été vaincue. Début décembre, 1500 troupes ont été envoyées à la base aérienne de Bagram, juste au nord de Kaboul, où 400 troupes étaient déjà stationnées depuis l'été. Amin était probablement satisfait de cet arrangement car il pensait que ces hommes étaient là pour protéger son régime. Un soutien aérien supplémentaire a commencé les préparatifs pour l'opération à la mi-décembre et des divisions de fusiliers motorisés ont été assemblées et déplacées vers des points de rassemblement sur la frontière entre l'Union soviétique et l'Afghanistan. Les forces terrestres et l'aviation tactique ont été renforcées. Les soviétiques étaient prêts à intervenir. C'est le jour de Noël de 1979 que les soviétiques ont fait leur mouvement, et le transport aérien massif de troupes et d'équipements a commencé, tout sous le prétexte d'apporter une aide internationale à l'Afghanistan. L'ordre officiel donné par le ministre soviétique de la Défense, Dmitri Ustinov, était que, je cite, « La frontière d'État de la République démocratique d'Afghanistan doit être franchie sur terre et dans les airs par les forces de la 40e armée et de l'armée de l'air à 1500 heures. » Les unités aéroportées du Turkestan, de l'ouest et du sud de l'Union des républiques socialistes soviétiques se sont déplacées. Environ 4000 soldats d'au moins 2 régiments se sont rendus à Kaboul dans des véhicules blindés, tandis que des groupes marins plus petits se sont déplacés vers Shindand et Kandahar. Amin était parfaitement au courant de tous les mouvements militaires, ayant demandé l'aide des soviétiques plus d'une semaine auparavant. Le 23 décembre, le journal russe Pravda, qui était le journal officiel du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, a démenti la présence de troupes de combat en Afghanistan. Cependant, Amin n'a pas été surpris lorsque des milliers de soldats soviétiques aéroportés sont finalement arrivés, car il avait déjà été informé que sa demande de troupes avait été accordée par Moscou. Amin a remercié les Russes et a même donné des instructions au chef d'état-major des forces armées de la démocratique République afghane pour soutenir les hommes en déploiement. Il ignorait le véritable motif des soviétiques et a été convaincu de déménager au palais Tajbeg, situé en haut d'une colline escarpée à Kaboul, sous prétexte qu'il serait plus facile de le défendre là-bas. Les forces spéciales, le spécial Spetsnaz, ont pris d'assaut le palais fortement fortifié le 27 décembre 1979 et Amin, ainsi que sa famille et ses conseillers, ont été tués. Le leader khalqiste du Parti démocratique populaire d'Afghanistan, Hafizullah Amin, était maintenant mort. En 48 heures, Brabak Kamal, le leader de la faction Parcham du Parti démocratique populaire afghan, a été sorti de l'exil en Europe de l'Est et est devenu le nouveau président. L'occupation soviétique de l'Afghanistan avait débuté. Partout dans le monde, la condamnation de l'Union soviétique a été rapide, considérant cela comme une invasion d'un pays sans défense. Jimmy Carter, dans les derniers jours de sa présidence américaine, a qualifié l'invasion, je cite, « la menace la plus sérieuse pour la paix mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale », fin de citation, et s'est retiré du traité stratégique Arms Limitation Talks le 2 janvier 1980. Une semaine après, lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, les actions soviétiques ont été fortement condamnées. À la fin du mois, 34 pays, à majorité musulmane, ont condamné l'intervention soviétique et exigé le retrait immédiat, urgent et inconditionnel des troupes soviétiques, y compris le Pakistan, voisin inquiet de l'Afghanistan. On croyait, surtout aux États-Unis, que l'inaction n'encouragerait que l'Union des républiques socialistes soviétiques à étendre leur contrôle aux pays adjacents. Carter a mis en place un embargo commercial, 66 nations ont boycotté les Jeux olympiques de Moscou et des approvisionnements en armes pour les rebelles ont été rendus accessibles par de nombreux pays. Avant l'invasion soviétique, les États-Unis, le Pakistan, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Libye et le Koweït ont tous apporté un soutien minimal aux insurgés, mais maintenant l'aide a considérablement augmenté.
Ayant pénétré en Afghanistan par 2 voies terrestres et un couloir aérien, les forces soviétiques ont rapidement pris le contrôle des principales villes du pays, des bases militaires et des installations stratégiques. Les soviétiques s'attendaient à être considérés comme des libérateurs qui avaient libéré le pays de la règle brutale d'Amin, et que les moudjahidines se rendraient immédiatement. Au lieu de cela, la présence de troupes soviétiques a eu l'effet inverse et n'a fait qu'intensifier les sentiments de nationalisme, conduisant à une rébellion supplémentaire. Bien que l'armée rouge ait essayé de laisser les Afghans se battre, ils se retrouvaient souvent aspirés dans les hostilités et combattaient contre les troubles urbains, les forces tribales connues sous le nom de Lashkar, et parfois même contre des unités de l'armée afghane en rébellion. Pendant les premiers jours de l'occupation, les attaques contre les troupes soviétiques étaient courantes dans les rues de Kaboul, et elles étaient souvent tuées par des civils en plein jour. Les camions de ravitaillement et les blindés continuaient d'affluer dans le pays. En seulement quelques semaines, entre 50 000 et 60 000 soldats de l'armée rouge étaient arrivés. Plus de 4 000 conseillers civils et techniciens avaient également été amenés pour aider à mettre en place et à gérer la nouvelle administration dirigée par Babrak Kamal. Dans des villes comme Kandahar et Herat, il y a eu des éruptions sporadiques de troubles civils. Dans l'immédiat après-coup, les guérilleros dans le nord et l'est de l'Afghanistan ont intensifié leurs assauts, se heurtant à l'armée afghane loyale. Karmel a qualifié son régime de nouvelle phase évolutive de la glorieuse révolution d'avril. Sa constitution provisoire interdisait la torture, la persécution et les punitions contraires à la dignité humaine. Mais malgré ses garanties du droit à la libre expression, il a échoué à unir le Parti démocratique populaire afghan. Aux yeux de nombreux Afghans, il était toujours considéré comme un pantin de l'Union soviétique. Au printemps, il y avait 81 000 soldats de l'armée rouge en Afghanistan. Juste 2 mois après l'intervention soviétique, en février 1980, il y a eu une grande rébellion à Kaboul connue sous le nom de soulèvement des 3 août contre le gouvernement dirigé par Karmal. Des milliers d'islamistes et de gauchistes y ont participé. De nombreuses arrestations et des centaines de manifestants tués dans le chaos ont eu lieu. En même temps, l'avancée soviétique vers Pakcha, à l'est de l'Afghanistan, a entraîné la perte d'un bataillon soviétique. Puis, en avril et mai, des soldats soviétiques et des alliés du Parti démocratique populaire afghan ont massacré des dizaines d'étudiants manifestants alors qu'une autre rébellion urbaine prenait une fois de plus un tournant périlleux. La guerre a alors commencé à prendre un nouveau modèle. Les moudjahidines afghans, que les soldats de l'armée soviétique désignaient comme l'ennemi ou dushman, se sont divisés en petites unités et ont mené une guerre de guérilla dans les montagnes, tandis que les soviétiques contrôlaient les villes et les principales lignes de communication. La 105e division aéroportée et l'équivalent de 7 divisions de fusiliers motorisés sont entrés en Afghanistan en quelques mois, un total d'environ 85 000 troupes envoyées pour empêcher la chute du régime communiste à Kaboul. Alors que les soviétiques ont rapidement pris le contrôle de toutes les villes et des principales voies de communication, il manquait des outils et du savoir-faire pour vaincre les moudjahidines qui erraient dans la campagne hostile. N'ayant pas réussi à faire sortir leur ennemi, les soviétiques ont décimé les terres, les cultures, les fermes, les systèmes d'irrigation et le bétail dans le cadre de leur programme de terre brûlée après avoir échoué à engager leur adversaire. En conséquence, plus de 5 millions d'Afghans ont quitté leur maison pour traverser les frontières vers le Pakistan et l'Iran, où ils ont été logés dans d'importants camps de réfugiés. Combattre un ennemi qui voyait la mort comme un honneur et comme un moyen d'atteindre le martyre, c'était une expérience terrifiante et dure pour les jeunes recrues de l'armée soviétique et de l'Afghanistan. Les soviétiques étaient méprisés à la fois par les moudjahidines et la plupart de la population afghane, car leur athéisme et leur manque de foi étaient considérés comme une abomination. Combattant un ennemi invincible sur une terre étrangère hostile, la guerre est rapidement devenue le Vietnam de la Russie. Avec un taux de mortalité si élevé parmi les jeunes soldats soviétiques, ils ont reçu le surnom de garçons de zinc, d'après les cercueils doublés de zinc qui ramenaient les défunts dans leur patrie. Il était devenu évident que pour détruire complètement leur opposition de 200 000 moudjahidines, des centaines de milliers de troupes de l'armée rouge seraient nécessaires. Au début de 1982, le nombre de troupes soviétiques avait atteint entre 105 et 110 000 hommes.
À la fin de l'année, les Soviétiques avaient subi jusqu'à 10 000 pertes. À l'automne de 1982, lorsque le défunt Léonid Brejnev a été remplacé à la tête de l'État par l'ancien dirigeant du Komitet Gosudarstvennoye Bezopasnosti Yuri Andropov, la guerre soviétique en Afghanistan évoluait de manière subtile mais significative. Les attaques génocidaires migratoires intentionnelles sont restées les mêmes afin de démoraliser la population civile et d'éliminer tous les résidents de la campagne qui aidaient les Moudjahidines. À cette stratégie s'ajoutait désormais la mise en œuvre méthodique de la subversion à la manière du Komitet Gosudarstvennoye Bezopasnosti, telle que l'utilisation de pressions économiques et psychologiques, d'agents provocateurs, de pots de vin et de menaces d'emprisonnement comme moyen d'inviter ou de diviser la loyauté parmi la résistance, les tribus et les clans ethniques. Après être devenu président des États-Unis en 1981, Ronald Reagan a augmenté l'envoi d'armes et d'aide aux Moudjahidines à travers le Pakistan et son service de renseignement, l'Inter-Services Intelligence ou l'Inter-Services Intelligence. Ce mouvement de résistance, qui coûtait si cher à Moscou, non seulement en termes monétaires mais aussi en perte d'hommes et de dignité, était soutenu par les États-Unis, le Pakistan, le Royaume-Uni, l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Chine, ainsi que d'autres. Avec les relations internationales à un point de rupture, alors que les États-Unis voyaient le conflit en Afghanistan comme une partie fondamentale de la guerre froide, la CIA a fourni une assistance aux forces anti-soviétiques dans un programme appelé Opération Cyclone pour armer et financer les Moudjahidines afghans. Cela signifiait que la province de la frontière nord-ouest du Pakistan est devenue une base pour les combattants de la résistance afghane. En plus du soutien financier, des nations musulmanes ont proposé des milliers d'Arabes afghans qui souhaitaient s'amener le djihad contre les communistes athées. Parmi eux se trouvait le désormais tristement célèbre Osama Bin Laden, un jeune saoudien qui a fondé une organisation arabe qui est devenue plus tard Al-Qaïda. À l'issue de la guerre, les États-Unis avaient investi 3 milliards de dollars pour financer les Moudjahidines. 1981 a une fois de plus été marqué par de violents combats à Hérat et une opération infructueuse des forces républicaines afghanes dans la province septentrionale de Bolk. D'ici 1984, les insurgés étaient encouragés à entreprendre des raids de sabotage à l'intérieur de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les rebelles ont débuté les attaques transfrontalières au printemps 1985. 2 ans plus tard, les rebelles afghans ont commencé des incursions coordonnées sur plusieurs cibles au-delà de la frontière soviétique. Et dans le cas d'une attaque sur une usine en Ouzbékistan, République socialiste soviétique, ils sont allés jusqu'à 10 miles à l'intérieur du territoire soviétique. Les soviétiques ont alors menacé d'envahir le Pakistan en réponse aux frappes transfrontalières, et aucun autre incident n'a été signalé. Ahmed Shah Massoud, commandant de la guérilla afghane, s'est révélé être une épine dans le pied soviétique. En 1983, ils ont conclu une trêve avec le chef militaire, mais cela ne lui a donné que le temps de restructurer, renforcer et augmenter ses forces. Malgré l'envoi par Kamal de son chef de la police secrète, Mohammad Najibullah, pour trouver Massoud et le faire tuer, la tentative a échoué, tout comme beaucoup d'autres. Cependant, finalement, en 2001, Massoud, qui a activement combattu contre les talibans depuis que le régime est arrivé au pouvoir en 1996, a été assassiné 2 jours avant les attaques du 11 septembre en Amérique. En mars de 1985, Mikhaïl Gorbatchev est devenu le secrétaire général de l'Union soviétique. Comme autrefois avec Amin, les soviétiques ont fini par voir Karmal comme un échec pour les problèmes en Afghanistan. Gorbatchev a déclaré que la raison principale pour laquelle il n'y a pas eu de consolidation nationale jusqu'à présent, c'est que le camarade Karmal espère continuer à rester à Kaboul avec notre aide. Il a aussi informé le Politburo soviétique, plus haute instance exécutive du Parti communiste d'Union des républiques socialistes soviétiques. Si nous ne changeons pas d'approche pour évacuer l'Afghanistan, nous y combattrons pendant encore 20 ou 30 ans. Il n'est pas clair exactement quand les autorités soviétiques ont commencé à pousser pour la fin de Karmel, mais en 1982, Andrei Gromyko a parlé avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Javier Pérez de Cuyo, de la démission de Kamal. Le plan de Gorbatchev était de remplacer Kamal par Mohammad Najibullah, un officier militaire et homme politique afghan, souvent connu sous le nom de Dr Najib.
En 1980, il était devenu chef de la police secrète afghane, mieux connu sous le nom de KHAD, et en tant que membre de la faction Parcham dirigée par Kamal. On savait que Najibullah était d'une efficacité brutale. En novembre 1985, Karmal a réalisé qu'il avait perdu tout soutien de l'Union soviétique, et donc il a démissionné, étant exilé à Moscou où il est mort en 1996. En mai de cette année-là, Najibullah a été élu secrétaire général puis président du Conseil révolutionnaire. Bien qu'à l'époque le peuple afghan ne connaissait pas le nouveau leader relativement jeune, il a rapidement mis en œuvre des réformes pour améliorer les circonstances de la nation et pour gagner du soutien, en utilisant des idées déterminées par les spécialistes du Parti communiste soviétique. Capable de parler couramment à la fois le pachto et le dari, Najibullah a pu interagir avec les anciens. Dans un mouvement astucieux, il a également intercalé ses discours avec des passages du Coran pour soutenir ses affirmations et pour se présenter lui-même et l'État comme islamique. Le couvre-feu nocturne à Kaboul, qui était en vigueur depuis 1980, a finalement été levé et plusieurs prisonniers rebelles ont été libérés. En même temps, les militaires américains et britanniques aidaient à former les Moudjahidines, fournissant aux rebelles des envois du très efficace FIS-92 Stinger, un missile solaire qui pouvait facilement être transporté par mule et lancé depuis l'épaule. L'utilisation de ces armes forçait les hélicoptères soviétiques à voler trop haut pour couvrir efficacement leurs troupes au sol, avantageant considérablement les Moudjahidines. Malheureusement, en l'espace de 15 ans, beaucoup de ces rebelles, formés par les États-Unis, rejoindraient les talibans, puis utiliseraient leur formation et leurs compétences contre les nations mêmes qui les avaient aidés à les développer. L'Afghanistan et le Pakistan ont signé les accords de Genève en 1988, après de longues discussions. Les États-Unis et l'Union soviétique ont soutenu les deux nations asiatiques dans leur engagement à éviter de se mêler des affaires de l'autre. De plus, ils ont consenti au retour volontaire des réfugiés afghans au Pakistan. Les deux pays ont conclu un accord pour cesser de se mêler des affaires de l'Afghanistan, ce qui incluait le retrait de l'Union soviétique. Une mission spéciale a été établie par l'Organisation des Nations Unies pour superviser la procédure. Najibullah avait ainsi réussi à consolider sa position politique et a pu commencer à coordonner avec les efforts de Moscou pour se retirer. Les accords de Genève avaient établi, entre autres, un calendrier pour le retrait complet soviétique et pour la non-intervention des États-Unis et de l'Union soviétique dans les affaires du Pakistan et de l'Afghanistan. La réflexion de Gorbatchev sur les politiques intérieures et étrangères a préparé le terrain pour le retrait. Il voulait transformer l'Union des républiques socialistes soviétiques avec son concept de glasnost d'ouverture et de transparence et sa politique de perestroïka pour restructurer l'économie du pays et mettre fin à l'ère de la stagnation. C'était un éloignement du vieux modèle soviétique d'une société fermée et d'une gouvernance secrète. Dans le but de réduire encore plus les tensions de la guerre froide, Gorbatchev a également signé le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire avec les États-Unis en 1987. Alors que l'invasion entrait dans sa phase finale, les forces soviétiques ont commencé leur retrait tout en empêchant leurs troupes restantes de lancer d'autres actions offensives. Entre mai et août 1988 et novembre et février 1989, la première et la deuxième moitié de l'armée rouge ont été retirées, les soviétiques ayant négocié des cessez-le-feu avec les commandants locaux des Moudjahidines pour garantir un transit sûr. Pour la plupart, le retrait s'est déroulé pacifiquement, à l'exception de l'opération Typhon, qui a été menée en janvier 1989 avec la seule intention de causer autant de dommages que possible aux forces d'opposition dans les provinces centrales et nord du pays. Selon les estimations soviétiques, l'assaut a tué plus de 600 combattants de Massoud. Les dernières troupes soviétiques ont quitté l'Afghanistan le 15 février 1989. Le tout dernier soldat soviétique à quitter l'Afghanistan s'appelait le général Boris Gromov. Après avoir traversé le pont de l'Amitié pour entrer en Ouzbékistan soviétique, il a déclaré « Il ne reste pas un seul soldat ou officier soviétique derrière moi. Notre guerre de 9 ans est terminée. » Mais pour les Afghans, une nouvelle guerre allait bientôt éclater. Mohammad Najibullah et son gouvernement sont restés au pouvoir jusqu'au 15 avril 1992. Ce jour-là, Najibullah a démissionné alors que les forces des Moudjahidines entraient à Kaboul.
Sa tentative de voler vers l'Inde sous la protection de l'Organisation des Nations Unies a été empêchée. Il a donc trouvé refuge dans un complexe de l'Organisation des Nations Unies dans la ville. Après 4 années sanglantes de combats entre divers groupes de forces anti-Najibullah, ce sont les talibans qui ont pris le contrôle de Kaboul, prenant d'assaut le complexe de l'Organisation des Nations Unies en septembre 1996. Najibullah a été torturé puis tué. Selon le général à la retraite Mohamed Yahya Nawraz de l'armée de l'Afghanistan, la guerre afghano-soviétique a été une confrontation rare dans l'histoire car elle a contribué à déclencher l'effondrement du plus grand empire des temps modernes. Les leçons tirées du conflit ont été recueillies par les deux parties. Quoi que puissent montrer ces leçons, le plus fondamental d'entre eux est qu'aucune armée aussi sophistiquée, bien formée, matériellement riche, numériquement écrasante et impitoyable soit-elle, ne peut réussir sur le champ de bataille si elle n'est pas psychologiquement apte et motivée pour le combat. La force, aussi démunie en avantages matériels et en nombre, qui peut compter sur les qualités morales d'une foi forte, d'une détermination obstinée, de l'individualisme et d'une patience sans fin sera toujours la gagnante. Ces qualités ne sont peut-être pas toujours les plus optimales que l'on trouve dans les armées des démocraties occidentales. En 1989, le journaliste américain Patrick Brogan a résumé succinctement la défaite des Soviétiques face aux moudjahidines afghans lorsqu'il a écrit « L'explication la plus simple est sûrement la meilleure. Ils se sont fait aspirer en Afghanistan tout comme les États-Unis se sont fait aspirer au Vietnam, sans réfléchir clairement aux conséquences et en sous-estimant énormément l'hostilité qu'ils susciteraient.